Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. La fête nationale, c'est un moment pour s'unir au-delà de nos différences. À une époque où on tente de nous diviser et de nous classer par catégorie de citoyens, c'est important de célébrer ce que nous avons en commun, le fait que nous avons un avenir en commun entre nos mains. Après un long chemin de croix où plusieurs commentateurs parlaient de la disparition du Parti québécois, rappelez-vous, là, on donnait pas cher de l'avenir du Parti québécois, eh bien, le parti dirigé par son nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, trône désormais au sommet des intentions de vote dans les sondages. Et à quelques jours de la fête nationale, on va s'entretenir avec Paul Saint-Pierre Plamondon pour faire le bilan de cette session parlementaire et de regarder les défis à venir pour la formation indépendantiste. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. On a écouté la petite vidéo avant de se pencher sur les dossiers chauds puis ce qui s'en vient. On a écouté donc la petite vidéo pour la fête de la Saint-Jean. Puis je trouvais ça intéressant parce que vous avez parlé de cette idée de se rassembler au-delà de nos différences. Ben, j'aimerais qu'on développe un petit peu là-dessus. Là. Qu'est-ce que vous avez constaté en ce moment là-dessus? Ben en fait, c'est une publicité pour la fête nationale qui est une critique frontale du modèle multiculturaliste canadien, là, du modèle trudeauiste, où on classe les gens par communauté religieuse, culturelle, ethnoculturelle, et que c'est un rappel que dans la vision d'un Québec indépendant, on est tous Québécois au-delà de nos différences, puis on mise sur ce qui nous unit. Et malheureusement, le modèle canadien n'est pas du tout dans cet esprit-là. Donc, il y a un message très politique dans cette publicité de la fête nationale. Puis en même temps, c'est très positif et rassembleur parce que mon expérience dans Camille Lorrain, par exemple, ici à Montréal, c'est que les Québécois de première, deuxième génération, ce qu'ils veulent, c'est être Québécois à part entière, adhérer, participer à part égale à notre société. Et c'est exactement notre vision au Parti québécois, donc c'est important de le rappeler à une époque où, bon, évidemment, le débat sur les seuils d'immigration prend beaucoup de place. C'est important aussi de rappeler c'est quoi la vision de citoyenneté, puis le fait qu'en fait, l'objectif de tout le monde, la très, très grande majorité, c'est de vivre dans une société paisible où tout le monde a sa place. Avez-vous l'impression qu'il y a une forme de régression? Parce que c'est vrai, c'est sans tomber dans une espèce de nostalgie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques années encore, il y avait cette idée de commun. On est tous Québécois, puis on n'est pas justement en train de se classer en fonction de sa couleur de peau, de notre origine ethnique. C'est pas de renier d'où on vient. Là, on a tous des parcours différents, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est radicalisé, ce discours-là. Avez-vous l'impression que ça change justement au Québec là-dessus, puis qu'on est moins capable d'avoir ce côté un petit peu plus universel? Ah oui, mais je pense que le message du Parti québécois est le bon, mais on est à contre-courant. Parce que tu as un régime fédéral qui a adhéré au wokisme, là, aux idéologies communautaristes, mais au point où une très, très grande nombre de ces politiques qui s'appliquent au Québec sont fondées sur le communautarisme. Et il y a une manipulation du vocabulaire là-dedans, là. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'inclusion, d'équité, mais c'est pas ça que ça donne. Ça donne une société fragmentée où il manque d'humanisme. Alors, la vision universaliste du Parti québécois, c'est vraiment d'unir les gens autour de la fraternité et de l'humanisme, alors que tu as un gouvernement fédéral qui prend presque la moitié de nos impôts pour imposer une vision qui est très différente. Donc, quand on fait cette publicité-là, on est très conscient que c'est pas une époque facile, c'est une époque fortement idéologique, mais en même temps, c'est source d'espoir. En tout cas, de notre point de vue, c'est rafraîchissant de se rappeler qu'on est tous des Québécois égaux qui veulent bâtir une société ensemble, rappeler le collectif, le commun, essayer de sortir des courants idéologiques qui malheureusement ont un impact important sur notre époque et pas nécessairement positif.
Mais comment on fait justement pour renverser cette tendance-là? Parce qu'effectivement, des fois, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'on va être finalement dans une époque où on va se regarder les uns les autres, puis ça crée des espèces de tensions finalement, ça peut même créer des tensions communautaires, alors qu'on devrait être au contraire une communauté unie. Puis là, cette espèce de fracturation dont vous mentionnez, ça peut créer aussi ces espèces de tensions, même un petit peu violentes. Dans certains cas, on pourrait peut-être même le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour renverser cette tendance-là, puis aller peut-être dans essayer autre chose? C'est pas évident. Il y a l'indépendance du Québec, c'est-à-dire sortir de là, sortir d'un Canada qui a fait ces choix-là, avec les conséquences que ça a déjà. Sur le plan politique, c'est vraiment de clarifier cette offre politique universelle où tout le monde est citoyen à part entière, où est-ce qu'on mise sur ce qu'on a en commun dans l'espoir que l'électorat réponde présent. Donc, si on a un mandat de la population puis qu'il y a une vision qui est claire, qui a été expliquée, on a plus de chances de se diriger vers ce modèle-là. Mais convenons que c'est une époque... les dernières semaines, là, moi, je regarde l'actualité, puis il y a des fois, je me lève le matin puis je me dis, mon Dieu, dans quelle direction tout ça s'en va? C'est malheureusement une époque où les faits, vous parliez de tabou dans votre éditorial, mais les faits sont souvent bafoués. L'idéologie prend plus de place que la réalité. Et ces courants idéologiques-là sont tenaces, sont très, très forts, probablement en lien avec les médias sociaux, c'est-à-dire que les médias sociaux auront permis la création de microcosmes très, très hermétiques sur le plan idéologique, ce qui crée la polarisation qu'on voit aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Donc, c'est pas une époque facile pour faire de la politique, mais en même temps, ça rend le message d'espoir puis le message d'humanisme encore plus important qu'à l'ordinaire. Et c'est pour ça que c'était important pour nous, au parti, de faire cette publicité. En passant, c'est une réalisation très importante, hein, parce qu'on aura, cette année, fait la première série de publicités télé, à notre connaissance, là, la première depuis Jacques Parizeau, puis le référendum de 95. Et ça, c'est un signe de santé financière pour un parti qui était pas loin de la faillite en 2020. Ben, en fait, on va se le dire franchement, là, vous étiez il y a quelque temps littéralement sur le respirateur artificiel parce que et il y en avait plusieurs là, qui donnaient pas cher de la peau du Parti québécois. Bon, on va quand même, quand on regarde les chiffres, quand on regarde tout ça, on va quand même se dire que c'est pas non plus, vous n'avez pas une majorité de députés en ce moment à l'Assemblée nationale, là, vous êtes un petit comité. N'est-ce pas? Ben justement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour la suite des choses? Parce que oui, les intentions de vote, je regardais justement les intentions de vote, là, on le disait, là, le Parti québécois qui est en tête, bon, ça s'est stabilisé autour de, ça varie, là, 32%, dépendamment là, des sondages. Ensuite, la CAQ, même chose, c'est en fait en deuxième place, entre 22% et un peu plus. Donc, on fait quoi? Parce que là, oui, vous trônez en tête des sondages pour les intentions de vote, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour pas partir non plus trop haut dans votre cas, puis se retrouver un peu plus en bas? Ça, c'est rendu que le calcul, c'est de se dire, faudrait pas que je sois trop haut parce que ça va être très pénible. C'était déjà un peu pénible, là, convenons-en. Là, la dernière session, j'ai jamais recueilli autant de critiques et d'épithètes négatifs. Je pense que le Parti québécois a plus de potentiel que les chiffres actuels. Donc, je pense vraiment qu'on est appelé à aller un peu plus haut. Mais comme vous dites, est-ce que c'est souhaitable? C'est pour ça que c'est important dans l'action du Parti québécois dans la dernière session, c'est important d'expliquer les fondamentaux qui n'ont pas fait l'objet de discussion depuis 30 ans. Là. Donc, pourquoi des gens comme moi prennent le chemin difficile de l'indépendance du Québec, difficile au sens où c'est vraiment un coefficient de difficulté supplémentaire. C'est un projet de société qui, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça depuis des décennies, semble un défi de plus dans une époque où il y a déjà beaucoup, beaucoup de défis. Donc, on investit notre temps à expliquer le pourquoi de notre action politique, pourquoi des gens comme moi, comme mes collègues députés, en arrivent à la conclusion que c'est absolument nécessaire de réussir l'indépendance du Québec. Et ça veut dire que les intentions de vote vont varier à la hausse, à la baisse au cours des prochaines années, mais que notre but, ce ne sera pas nécessairement
d'aller le plus haut, le plus vite possible, mais plutôt d'expliquer pourquoi des gens comme nous ont fait ce choix-là sur le plan politique, en étant très conscient que c'est plus difficile que si on faisait comme la CAQ, puis on promettait mer et monde dans le Canada, en sachant très bien que c'est pas vrai. Mais pourquoi on prend le choix difficile? Ouais. Mais c'est ça, parce que j'allais dire, là, oui, il y a les intentions de vote pour, dans les urnes, là, pour le Parti québécois, mais il y a aussi la question de l'appui à la souveraineté. Vous avez fait campagne, en fait, vous faites toujours un peu campagne, là, les différents partis politiques. Dans votre cas, au Parti québécois, vous faites aussi campagne pour la souveraineté. Ce qui change peut-être avec une autre approche du Parti québécois dans les dernières années où on n'assumait pas cette option. Vous dites, ben on assume, puis c'est ça. Mais quand on regarde l'appui comme tel à la souveraineté au Québec, là, on parle du 24 juin puis de tous ces discours-là qu'on va certainement entendre, patriotiques et tout ça, ça tourne autour, dépendamment encore une fois des sondages, entre 36, 41, grosso modo. Donc ça semble un petit peu plus compliqué, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai pas de baguette magique. Donc, moi, ce que je peux faire, c'est mettre de l'avant ce que je crois est nécessaire de réussir. Et la population demeure toujours maître de la réponse finale. Donc, j'ai jamais prétendu avoir de stratégie magique ou de plan secret. Quand on parle de la hausse du Parti québécois dans les sondages, on est passé de 9 à 32%. Ça correspond pas à une stratégie précise. Ça correspond à un travail bien fait qui a été apprécié de la population, à une sincérité, une authenticité dans l'engagement. Les gens nous le rendent. Qu'est-ce qui va se passer sur l'indépendance du Québec? Encore une fois, c'est vraiment à la population de décider, mais je suis convaincu que c'est absolument nécessaire. Donc, une fois que mais c'est ça. ça... Parlons-en, parce que le discours, il a changé. En fait, la situation du Québec aussi a évolué. Le monde change. Aujourd'hui, quand vous rencontrez des Québécois qui disent, oui, monsieur Paul Saint-Pierre, là, vous nous parlez d'éventuellement d'un 3e référendum de l'indépendance du Québec, qu'est-ce que ça changerait pour nous, là, aujourd'hui? J'imagine que ça fait partie des questions qu'on vous pose, là. Concrètement, vous leur dites, OK, là, essentiellement, vous, Paul Saint-Pierre Plamondon, pourquoi vous vous battez pour ça? Bien, première chose, quand on parle à des gens d'indépendance du Québec dans la dernière année, il y a une réalisation, c'est qu'il y a de l'écoute là où il n'y en avait pas il y a à peine 3 ans. On voit aussi des artistes engagés ce matin dans les nouvelles, on voit des gens qui prennent la parole au nom de l'indépendance, se réengagent. Donc, peut-être que les sondages n'ont pas bougé à la vitesse qu'on voudrait sur la question du oui, mais la prise de parole et l'idée d'indépendance dans l'espace public, il y a vraiment une avancée fulgurante. Lorsqu'on a ces discussions-là, ben, il y a tellement de bonnes raisons de faire cette indépendance. Pour certains jeunes, c'est l'environnement puis le fait que le gouvernement du Canada est un pétro-gouvernement. Mais pour les vous, amoureux de la langue française. pour vous, là, votre moteur, parce qu'on connaît votre parcours, je ne referai pas tout le parcours, les gens connaissent. Ouais. C'est ce qui fait que vous vous levez le matin. C'est quoi votre espèce de moteur avec ça? Vous dites, bon, ben finalement, moi, ça m'a conduit là aujourd'hui, puis c'est ça que je veux transmettre aux gens. Il y a 3 facteurs. Le premier qui est évident, c'est l'avenir de la langue française et de la culture québécoise. Moi, je juge que les Québécois méritent d'avoir une langue puis une culture pérenne dans le temps. Tout aussi simple que ça. L'autre facteur qui est moins dit souvent, mais qui, moi, m'inspire, je pense qu'on sous-estime complètement à quel point le Québec va rayonner une fois qu'on va être un pays. L'ampleur de notre impact, puis le fun qu'on va avoir à exister à l'international une fois qu'on va exister. Puis, l'élément déclencheur de mon engagement, qui est vraiment original, c'est la lutte à la corruption. À la base, je me suis engagé dans l'indépendance du Québec après le constat que les institutions fédérales travaillent contre le Québec et gardent le contrôle sur le Québec à travers une corruption, une influence malsaine sur nos institutions, sur nos élites, et que ça crée donc un conflit de loyauté, notamment à travers la commission Gomery, la commission Charbonneau, à travers du travail que j'ai fait à l'époque là, sur la corruption au Québec. Et donc, ça m'a amené, je ne dis pas involontairement, mais ça m'a amené de manière un peu imprévisible à devenir très engagé pour l'indépendance du Québec, alors que durant ma vingtaine, ma trentaine, je n'étais pas quelqu'un de politiquement engagé.
Donc, ce sont ces raisons-là, mais il y en a plein d'autres. Et je dirais que de manière plus générale, il faut que l'histoire ait du sens. Ça fait des siècles qu'on se bat pour exister, puis qu'on est dans un régime qui nous est hostile. Il nous est hostile présentement. On le voit, là, à quel point François Legault se fait mépriser là, par Ottawa dans ses tentatives de négociation. Donc, il faut réussir. Il faut gagner à un moment donné. Il faut que l'histoire finisse positivement par la réalisation de l'œuvre de plusieurs générations avant nous. Je veux juste, il nous reste 2-3 minutes. Là, je veux juste revenir sur votre déclaration en lien avec Mark Miller, le ministre de, justement, là, de l'immigration au fédéral. Et dans une publication Twitter, vous avez dit, là, il prend vraiment le Québec pour des imbéciles, en plus d'être méprisant à temps plein. C'était sur les chiffres de l'immigration temporaire. Et vous dites que le fédéral est malhonnête et condescendant. Je veux qu'on écoute ce que Mark Miller a dit justement, puis on va réagir à chaud rapidement. Est-ce qu'on a Mark Miller? Bon, de toute façon, je suis pas sûre. Je connais les paroles. Écoutez, François Legault, c'est mon adversaire. OK, je pense qu'on l'a, c'est bon. La causalité. Je nie pas le volume, mais une exagération qui fait en sorte que les immigrants sont visés, et je pense que c'est assez de casser du sucre sur le dos des immigrants. Le fédéral n'est pas capable. Non. Oui. En tout cas, on a entendu Mark Miller. Puis il parlait justement, grosso modo, là, vous dites, là, le fédéral, il est malhonnête et condescendant. Puis j'ai envie de vous amener sur la phrase de René Lévesque, il avait dit, on s'est donné un ministère de l'immigration, l'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer. C'est lui qui a le pouvoir, mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Est-ce que vous reprendriez aujourd'hui ce constat de René Lévesque? C'est moins mon style en termes de... Puis ça vient de René Lévesque, là, ça vient pas de... Mais la réalité, là, François Legault, c'est mon adversaire. Donc, j'ai aucun intérêt politique, en principe, à défendre François Legault. Mais quand Mark Miller déforme les propos du premier ministre du Québec pour dire qu'il s'en prend aux immigrants puis il casse du sucre sur les immigrants, ce qui est un mensonge, le débat porte sur les seuils d'immigration. Lorsqu'il le traite de mononcle, puis j'ai déjà été très critique de François Legault, tout en mettant de l'avant des statistiques mensongères, c'est-à-dire qu'il traficote les chiffres en comptant pas certains immigrants temporaires qui accompagnent ceux qui ont le permis d'immigrants temporaires, en falsifiant littéralement les calculs pour accuser Québec de tricher dans les chiffres. C'est le même gouvernement qui nous disait qu'il faut toujours plus d'immigration parce qu'ils vont construire des maisons. C'est une succession d'affirmations mensongères, mais complètement lunaires et souvent méprisantes envers le Québec. Puis je me surprends des fois comme société à quel point on tolère ça sans trop de réaction. Des fois, j'ai comme le sentiment d'être le seul à m'indigner d'un degré de malhonnêteté intellectuelle. Est-ce que vous êtes en guerre ouverte contre le fédéral à ce chapitre? Vraisemblablement, je ne tolère pas un tel degré de malhonnêteté et de condescendance de la part d'un gouvernement qui a créé de toutes pièces, avec la passivité du gouvernement Legault, certes, là, mais l'origine de la majorité de l'immigration temporaire sur le territoire québécois qui équivaut en ce moment à la ville de Québec au complet. Là. On est rendu à 600 000 personnes. C'est l'œuvre du fédéral et il n'y a pas de respect. Ils ont créé le problème et ils en rajoutent en démagogie, en mensonge, puis en condescendance envers le Québec. Et je me surprends toujours de voir la société québécoise, même le gouvernement de la CAQ lui-même, être aussi dans l'évitement. Il y a une forme d'évitement où est-ce qu'on fait semblant qu'on fait des gains avec Ottawa, puis là on a formé un comité, ça va très bien. C'est pas normal. C'est pas normal. Puis l'indépendance du Québec permettra à tous les niveaux, pas juste l'immigration, mais c'est vrai en culture, c'est vrai sur la langue française, sur l'économie, les investissements directs, permettra de sortir de cette dynamique absolument malsaine.
Mais une partie de mon travail, c'est de nommer cette dynamique-là, même si c'est pas positif. De la même manière qu'il faut nommer les changements climatiques, même si c'est pas positif, parce que c'est une réalité, puis il faut la regarder en face. Bon, ben, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous allez quand même avoir quelques semaines peut-être un petit peu plus relax. On me le souhaite. Parce que bon, c'est ça, l'été qui va commencer, surtout, c'est le grand week-end de la Saint-Jean. Donc, on vous souhaite une très belle Saint-Jean. Merci d'avoir été avec nous. Et j'imagine que ça va continuer quand même pour vous et pour tous les partis politiques, cette fameuse joute politique et ce combat pour vos idées d'un côté comme de l'autre. Merci d'avoir été avec nous. Très bel été à vous.